débutons. Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une 418e rencontre Vlil avec ce soir Laurent Geoffrin pour Le Crime de Le Floch aux éditions Bûcher-Chastel. Voilà, on vous avait déjà reçu pour un précédent opus de cette série-là, reprise avec Jean-François Parot, décédé depuis. Et pour débuter, pour vous plonger dans cette nouvelle aventure avec Nicolas Le Floch, une petite introduction, puisqu'il y a des livres qui ne reviennent pas, ils réapparaissent. Comme une marée nocturne qui remet à nu des rochers qu'on croyait ensevelis. Nous retrouvons Nicolas Le Floch non pas dans le bruit de Paris, mais au bord d'un retrait, dans une Bretagne de sel, de brume et de légendes, où la terre semble avoir une mémoire plus longue que les hommes. Il a quitté la capitale, s'est raccroché à ces terres de Ranreuil, comme si l'herbe pouvait tenir lieu de refuge. Mais l'histoire est un animal qui piste. Elle retrouve toujours ceux qui veulent lui échapper. Et voilà un crime, un homme massacré à Guérande, Cornec, chef jacobin local. Ce n'est pas seulement un mort, c'est une étincelle possible pour embraser une province déjà électrique, à l'heure où la chouannerie s'organise, où les vérités se font armes, où le procès de Louis XVI touche à sa fin. Le floc enquête dans un pays qui tremble, non parce que le vent souffle, mais parce que chacun presse que le monde change de nom, de visage ou de loi. Ce roman est un polar, mais c'est surtout une traversée de zones mouvantes. Les fidélités, les trahisons, les peurs collectives, les passions privées qui deviennent politiques sans le vouloir. Qu'est-ce qu'un crime dans une époque qui se dévore elle-même? Et qu'est-ce qu'une conscience quand les camps réclament de choisir sans nuance? La Bretagne que vous peignez, Laurent Geoffrin, est une scène de théâtre sombre, magnétique. Marées, ruelles, manoirs, rumeurs, sortilèges, veillées. On y sent autant l'odeur de la tourbe que celle de la poudre. Cette enquête ressemble à un fil que le floc tient dans ses dents pour ne pas tomber, car il joue ici sa liberté, sa vie et peut-être même ses certitudes. Bonsoir Laurent Geoffrin, et parlons de ce Bonsoir. livre qui fait des paysages une conscience et de l'histoire la plus intime des affaires criminelles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est déjà le cinquième opus que vous écrivez avec ce personnage-là. Comment vous arrivez à sentir votre voix, votre propre voix, tout en respectant l'univers de Paro? Comment on négocie justement cet équilibre entre fidélité et liberté créative? J'étais lecteur de Parot d'abord, et puis j'ai écrit déjà une série historique mais qui se passait sous Napoléon, enfin sous le consulat, avec un commissaire qui n'est pas le même profil, mais et que j'ai remis d'ailleurs dans celui-ci, que j'ai fait revenir dans celui-ci. Mais alors c'est avec 10 ans de décalage, donc il est beaucoup plus jeune. Et, mais ce qu'il fallait faire, c'était d'abord respecter l'esprit, les rituels. Euh, la manière quoi, de Paro, pas seulement le style, parce que c'est pas exactement le même style, mais, tout l'univers, c'est-à-dire les personnages, les décors, et puis la trame des histoires, parce que Paro greffait une intrigue policière sur des événements historiques, donc ça le patron habituel des romans historiques, mais il avait un sens de la digression, de la description et de l'évocation des modes de vie, de la vie quotidienne au XVIIIe siècle qu'il fallait également respecter. Donc il y a un travail à faire de recherche, de documentation. Et puis il faut écrire à la fois de manière contemporaine, parce que les lecteurs sont d'aujourd'hui, mais il faut qu'il y ait un parfum euh, de la langue soutenue qu'on utilisait à l'époque. Mais ça, comme j'ai beaucoup lu sur la Révolution et sur l'Empire, j'étais un peu déjà imprégné de cette manière d'écrire. Donc ça c'est venu assez naturellement, enfin, si j'ai bien compris, parce que, un, l'éditeur avait l'air content, et deux, les lecteurs ont l'air contents, puisqu'ils reviennent acheter régulièrement parce que j'en fais un par an maintenant. Et chaque année, on vend à peu près bien le nouveau, et autant, sinon plus, parfois, qu'au début. Donc, puis je vais dans les salons, je vais dans les librairies, donc je rencontre des lecteurs qui me disent, mais c'est bien, vous avez respecté Paro, et vous écrivez pas exactement de la même manière, et puis les intrigues sont plus serrées, il y a plus de rebondissements, il y a plus d'action aussi. Et apparemment, ça a l'air de leur plaire. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et justement, ce personnage-là qui a déjà quasiment 30 ans de carrière fictive, hein, Oui. il vieillit. Comment vous allez rendre compte finalement du poids des années, des désillusions de ce serviteur de cause perdue?
Est-ce que vous vous êtes imaginé déjà Paro dans... Enfin, pardon, le Floch, pardon, Donc, dans 10 ans, dans 20 ans? Est-ce qu'on vit aussi comme ça avec son personnage sur l'épaule? oui, on vit avec lui parce qu'à force d'écrire, parce que c'est un par an, ça veut dire qu'on y passe quand même pas mal de temps chaque année, hein. Et puis il faut quand même, enfin moi je connais bien la Révolution, je suis pas un historien, mais je connais quand même assez bien. Donc j'ai pas besoin de beaucoup réviser, mais comme c'est des intrigues qui se déroulent sur, je sais pas, 3 semaines, un mois, 2 mois, il faut être très précis sur ce qui se passe exactement à ce moment-là. Donc il faut lire quand même beaucoup. Et, euh, et donc le pauvre Le Floch, effectivement, d'ailleurs j'ai un peu ralenti son vieillissement parce que si je vais trop vite, après ce sera plus crédible. Il va arriver à 60, 70 ans. Ça va être difficile de continuer à mener de front des enquêtes policières, parce que en plus, c'est une des recettes finalement de ces romans, c'est que le héros doit être malmené, maltraité, quoi. Donc là, je l'ai fait emprisonner, il se bat en duel, il a failli être tué, il a failli se noyer, il a failli, je l'ai mis dans des sables mouvants au Mont-Saint-Michel. Enfin bon, il a subi tous les mauvais traitements qu'on peut imaginer. Mais bon, ça fait partie du jeu, quoi. C'est-à-dire que le personnage doit se mettre en cause ou se mettre en jeu lui-même. Et donc, effectivement, il vieillit. Mais il y a une scène c'est la deuxième que je fais un peu du même genre, c'est-à-dire que je décris comment sa chambre. Alors, avant, c'était à Paris, là, c'est à Guérande. Et donc, il se lève le matin et il a l'habitude de se regarder dans la glace pour compter ses cheveux blancs, comme font un certain nombre de gens. Et donc, il se sent encore valide, encore tout à fait d'attaque, mais il sent que le poids des années commence à peser. Et deuxièmement, ça, c'est la grande différence avec Parot, c'est que son monde s'effondre. Et c'est la Révolution. Et lui, c'est un agent du roi, c'est un agent de Louis XVI. Alors, c'est pas un agent, pas un monarchiste absolu, c'est-à-dire il comprend bien que l'Ancien Régime, il a bien compris. D'ailleurs, Parot l'avait fait sentir déjà. Comme c'est un policier, les policiers, c'est les meilleurs sociologues de la Terre. Donc ils savent que, et le Floch le sait, que la société d'Ancien Régime est vermoulue, qu'il y a trop de différences de caste, que la bourgeoisie montante veut récupérer enfin, prendre le pouvoir de facto. Et puis, il voit bien la misère du peuple, les difficultés des paysans et l'arrogance des nobles, qu'il connaît très bien, parce qu'il c'est un homme de cour aussi. Et donc, il sait que Parot, lui, nous a quittés, malheureusement, quand le Floch était arrivé en 1788. Et ça, je le sais pour en avoir parlé avec soit ses héritiers, soit Monique Constant, qui travaillait avec lui. Il n'était pas très chaud pour continuer pendant la Révolution parce que il était plutôt d'Ancien Régime, Parot. Et la terreur, ça lui faisait peur finalement. Ça le dégoûtait un peu. Et effectivement, il y a des scènes, pas dans celui-ci, encore dans celui-ci, il y a de la violence, mais dans celui d'avant, ça se passe pendant l'été 92, donc au moment où le roi est renversé par une émeute. Et ensuite, ça débouche sur les massacres de septembre qui ont été épouvantables, qui est une des tâches principales qui sont sur le drapeau tricolore. Et, et donc, Parot, ça l'enthousiasmait pas de raconter tout ça. Bon, moi, je suis plutôt du côté de la Révolution. C'est facile 2 siècles après. Et donc, ça ne me gêne pas de raconter la Révolution, y compris dans ses excès, dans ses exactions. Mais lui, ça lui plaisait pas. Et le pauvre, le Floch, lui, il est pris, il est déchiré. Il est déchiré parce que euh, d'abord à cause de son origine, il est à la fois roturier, enfant trouvé finalement. Il a été élevé par le chanoine, le Floch, à Guérande. Alors je suis allé à Guérande voir la basilique, enfin la collégiale où il a été trouvé, et l'endroit où habitait le chanoine, le Floch. Et puis je suis allé au château de Ranreuil, qui s'appelle pas Ranreuil, en fait, il s'appelle Ranrouet. Mais le château est exactement celui qu'il y a dans le roman, enfin, qui était décrit déjà par Parot. Et, euh, et donc il est roturier, il s'appelle Le Floch, c'est un nom que lui a donné son parrain, enfin son tuteur, le chanoine Le Floch. Et puis on apprend au milieu de la série qu'il est en fait le fils naturel du marquis de Ranreuil, qui est lui d'une très vieille famille alliée à celle des Bourbons. Donc c'est vraiment la très haute noblesse. Et, et donc il est par nature ambigu.
Hein. Il a eu l'enfance du peuple et à l'âge mûr, il est devenu un seigneur. Donc il voit, il connaît les deux. C'est un transfuge de classe, on dirait aujourd'hui dans le jargon contemporain, on dirait ça. Et donc il connaît tout. Et en plus, il a son métier de policier et puis son intelligence qui est grande. Et, et donc il connaît très bien la société française de l'époque. Eh bien, alors justement, sur cette période-là, celui-ci, cet ouvrage-là, commence en décembre 1792 et finit vers le 30 janvier 1793. Mhm. Est-ce que vous vous êtes posé la question d'aller au-delà? Certains placent la Révolution française de 89 à 92, ce qui est faux. Elle va, à mon sens, beaucoup plus loin, et je pense que vous Mhm. allez aussi en parler. Euh, Pourquoi vous avez fait ce choix-là de choisir comment dire, des temporalités extrêmement courtes sur 2 mois? Est-ce que ça veut dire que chaque jour, ou presque, c'était la folie d'information, finalement, la folie de Cuba, dans cette période-là? Ah bah, c'était une période intense. C'est ça qui est commode pour, pour trouver les intrigues. Parce que Et encore là, j'ai pas pris les guerres de Vendée. Hein. Les guerres de Vendée, c'est épouvantable. Mais enfin, les guerres de Vendée et la chouannerie en Bretagne. Mais là, on est à la veille de l'insurrection. On est à 2 mois, 3 mois de l'insurrection, qui sera déclenchée en fait par la conscription, c'est-à-dire par la levée en masse que la Convention décide pour essayer d'arrêter l'ennemi qui franchit les frontières. Et, euh, et donc, il se passe déjà beaucoup de choses. Et, la révolution, elle a lieu en été, en fait. Les grandes journées révolutionnaires, c'est au printemps et en été. C'est un peu normal, parce que l'hiver, il fait froid. Et chaque année, il y a des événements considérables, planétaires même. La première année, 89, c'est la Déclaration des droits de l'homme, l'abolition des privilèges, la proclamation de la souveraineté populaire. En 91, c'est la fuite du roi à Varennes et le fait qu'il soit ramené ensuite aux Tuileries et qu'il soit sous la menace de l'émeute parisienne. Et c'est la radicalisation progressive de la Révolution. 92, c'est le renversement du roi, qui est extrêmement violent au moment de la prise des Tuileries, et encore plus en septembre. Et après, 93, c'est la terreur. Donc, et 94, c'est la fin de la terreur, Thermidor, etc. Et après, ça continue. Tous les ans, il y a des choses incroyables qui se passent. Après, c'est le directoire, mais le directoire est souvent méprisé comme époque, parce que les gens étaient très, très corrompus, puis c'est compliqué parce qu'il y a plein de coups d'État. Mais il y a un coup d'État par an, dans un sens ou dans l'autre. Et puis, il y a la montée en puissance qu'on ne voit pas tout de suite. À l'époque, on ne voit pas tout de suite. Mais évidemment, avec le recul, on l'a retracé. C'est la montée en puissance des militaires, notamment de Bonaparte. Et donc, comment dire, l'histoire s'enchaîne en permanence comme une série télévisée avec des événements cosmiques, quasiment. Donc une réserve d'histoire inépuisable. On peut découper ça en période de 3 semaines ou de 3 mois. À chaque fois, il y a de quoi écrire un roman, quoi. Donc c'est pas, on n'a pas de problème pour suivre le déroulement des vrais événements qui sont tout aussi spectaculaires, inattendus et haletants que les intrigues qu'on y greffe. Est-ce que vous avez déjà en tête le destin de Le Floch? Le destin? Le destin final de Le Floch ou pas? Non, j'ai pas réfléchi à ça. Alors, j'ai une tendance, il y a plusieurs possibilités, parce que là, alors, je ne vais pas dévoiler la fin, mais il va être obligé de quitter la France. Ça devient trop dangereux pour les. Il est quand même noble. Donc les nobles sont tous suspects, d'autant plus lui était un agent de Louis XVI, alors c'est encore pire. Donc il quitte la France. Donc il devient un émigré. Après, le destin des émigrés est très divers. Il y en a qui sont partis en Russie, en Angleterre, en Allemagne. Il y en a qui sont partis aux États-Unis. Alors j'avais eu l'idée de faire un Le Floch en Amérique. Donc je voulais le faire partir sur un bateau avec Talleyrand. Et puis après j'ai lu sur Talleyrand en Amérique. C'est un peu emmerdant parce que Talleyrand il n'a rien fait en Amérique. Il a spéculé sur sur des terrains qu'il achetait à des colons et qu'il revendait. Donc le fond de décor et encore que je peux quand même le faire parce que l'histoire des États-Unis n'est pas bien connue en France. Et on connaît à peu près la Révolution américaine qui a eu lieu 10 ans avant, mais les premiers pas de la République américaine, avec Washington, Jefferson, etc., ou Hamilton, alors que c'est là que toutes les grandes figures, tous les grands mythes américains se sont fondés, quoi. C'est dans les années 1800. Euh, les gens connaissent mal, donc c'est intéressant d'aller fréquenter.
et les colons et Washington et les Indiens, parce que Chateaubriand a fait ça, mais Chateaubriand, il a un peu inventé, il est un peu mythomane, mais l'incroyable succès de René et d'Atala et des Natchez, enfin, de tout son périple américain, ça a fondé le romantisme littéraire, quoi. Donc c'est intéressant de parler de cette période et de cet endroit-là. Mais il y a une autre solution qui consiste à coller plus précisément aux événements français. Et les événements français, c'est la guerre. C'est la guerre avec l'Europe. Et donc, alors, j'ai une autre intrigue possible qui va mettre en scène le jeune Bonaparte. Donc c'est peut-être intéressant de faire le floc contre Bonaparte. C'est une belle affiche. Qui lirait en effet vos deux séries. Comment? Qui lirait en effet vos deux séries. Voilà. En plus, les deux séries se convergent. Vous êtes un journaliste extrêmement aguerri, Laurent. Vous avez dirigé Libération, entre autres. Est-ce que vous voyez des échos entre les convulsions politiques du 18e et celles que vous avez observées en tant que journaliste? Est-ce que vous avez la tentation aussi, parfois, on le sent sur certaines choses, il y a un côté extrêmement contemporain aussi à ce qui se passe pour le floc et dans cette société révolutionnaire qui finalement a clairement des échos avec aujourd'hui. Comment on arrive à jauger justement, à trouver cet équilibre-là sans tomber sur des comparaisons? Moi, je ne fais pas de comparaison parce que je ne parle pas d'aujourd'hui, mais ça vient de soi-même. Les événements parlent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que tous les mythes français d'aujourd'hui naissent pendant la Révolution, un peu avant, un peu après, mais pendant la Révolution. Et donc, le réformisme, par exemple, l'idée qu'il ne faut pas changer la société par des convulsions violentes, mais la changer par des réformes progressives, elle est au début de la Révolution. Au début de la Révolution, la violence est contenue. Il y a déjà un peu de violence, mais il n'y en a pas énormément. Et les révolutionnaires qui dominent à cette époque-là, c'est-à-dire Mirabeau, Talleyrand, le duc de Guyon, enfin, tous ceux qui sont des bourgeois ou des grands seigneurs libéraux, hein, qui veulent moderniser, au fond, le royaume, c'est eux qui tiennent le haut du pavé. Donc, ils essayent de faire des réformes. C'est des réformes qui changent beaucoup de choses, hein, qui sont des ruptures. Mais ils essayent de contenir la violence. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont aboli les privilèges. C'est pas tellement qu'ils sont d'un coup dit, mais ces privilèges sont scandaleux. C'est qu'il y avait une révolte paysanne qui courait dans tout le royaume, où les paysans attaquaient les châteaux. Et donc, pour calmer le jeu, ils ont dit, bon, on va abolir l'ensemble des privilèges, notamment ceux qui pèsent sur la paysannerie, pour ramener le calme. C'est contraint et forcé un peu qu'ils ont fait ça. Et donc, ils essayent de maintenir l'unité du royaume. C'est pour ça qu'en 90, il y a la fête de la Fédération qui a lieu au Champ de Mars, hein, le 14 juillet 1790, pour l'anniversaire de la prise de la Bastille. Et là, tous les corps constitués, toutes les classes sociales, au fond, et toutes les provinces sont réunies au Champ de Mars avec le roi, avec les leaders de l'Assemblée nationale. Et c'est une grande fête de l'unité, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que nous, quand on fête le 14 juillet, beaucoup de gens pensent qu'on fête la prise de la Bastille. Et très très consciemment, quand les républicains à la fin du 19e siècle ont décidé d'établir une fête nationale, ils ont choisi la fête de la Fédération, 14 juillet 1790. Euh, Parce que c'est pas violent, parce que c'est au contraire, c'est une manifestation pacifique et unitaire, euh, consensuelle, unité nationale. Et donc le 14, contrairement, alors donc on pense toujours que le 14 juillet c'est une émeute violente, alors c'est vrai, mais c'est pas la fête nationale. La fête nationale c'est 90. Et, et, et alors ensuite, cette première figure politique est dépassée sur sa gauche à cause de la résistance, entre autres, à cause de la résistance des nobles et du roi. Et du coup, la révolution se durcit progressivement. Et donc, il y a d'abord il y a l'épisode girondin. Alors, les Girondins, c'est eux qui déclarent la guerre. Robespierre était contre la guerre. Donc les Girondins déclarent la guerre, ce qui fait que l'ambiance de guerre crée une atmosphère politique soudain violente, extrêmement violente. Et les Girondins vont le payer, parce que un an après, ils vont être destitués par la foule, emmenés par les Jacobins, enfin par les montagnards exactement. Et on va installer des canons autour de l'Assemblée pour obliger les députés à mettre hors la loi, c'est-à-dire à les envoyer à la guillotine, hein, les députés girondins. Donc ils déclenchent eux-mêmes une foudre qui va leur tomber dessus un an après.
Et donc tous ces événements-là, donc les Jacobins et les Girondins, sont des mots qui existent toujours aujourd'hui. On dit oui, on est trop Jacobins, on n'est pas assez Girondins, au contraire, on est trop, etc. Et puis les, les faits et gestes de tous les révolutionnaires sont maintenant dans le roman national au premier plan, quand même. Donc la proclamation de la République, la Marseillaise, le chant du départ, le, la devise nationale, hein, qui a été créée par Robespierre. On dit toujours du mal de Robespierre, mais enfin, il a quand même fait des choses bien. Le débat sur l'esclavage, mais alors, dans l'antépénultième, j'ai mis en scène le débat sur, non pas sur l'esclavage directement, mais sur les libres de couleur, c'est-à-dire les métis aux Antilles qui n'avaient pas les mêmes droits que les blancs, mais qui n'étaient pas des esclaves. Et donc il y a eu un débat extrêmement assez court, mais violent à l'Assemblée. Certains voulaient absolument maintenir l'esclavage et donc refuser toute concession. Et l'abbé Grégoire et d'autres, qui étaient les amis, ce qu'on appelait les amis des Noirs, c'était la société des Amis des Noirs qui voulaient abolir l'esclavage. On se sont dit, on va faire passer l'émancipation des livres de couleur. Et une fois qu'on aura franchi cette étape, on pourra demander l'abolition. Parce on pourra dire, mais attendez, il n'y a pas de raison, puisque les livres de couleur qui sont des métis sont libres, il n'y a pas de raison il n'y a pas que les blancs, donc il y a aussi les métis. Donc s'il y a les métis, il peut y avoir les noirs, il n'y a pas de raison. Et puis c'est les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est pas les droits de, il y a un des révolutionnaires qui a dit, mais il faut changer la. Parce que, au début, ils ont refusé même d'examiner la question de l'abolition. Et y compris avec l'accord de Robespierre, parce que l'argent, ils étaient toujours à court d'argent, comme le roi, avant, et donc, et l'argent venait des Antilles. C'était un coffre-fort, ce truc-là. Le commerce colonial rapportait des millions. Et donc, ils avaient besoin de cet argent, donc ils ne pouvaient pas, comment dire, abolir l'esclavage parce qu'ils perdaient le contrôle des Antilles. Et ils ont fini par le faire d'ailleurs parce que les esclaves se sont révoltés eux-mêmes. Parce qu'on dit toujours on a aboli l'esclavage. Non, les esclaves se sont révoltés et Paris a fini par dire bon, bah, alors on va abolir, ça correspond à nos idées d'abord. Et puis de toute façon, on n'a pas le choix parce qu'autrement, on n'aura plus aucun contrôle sur toutes ces îles dont on a besoin pour notre équilibre économique. Et, et donc voilà, donc les débats d'aujourd'hui sur la mémoire de l'esclavage, ils sont déjà dans tous les débats de l'Assemblée. On a des raisonnements, on a l'argumentation. De même, la question par exemple, la question euh, est-ce qu'il faut une constitution avec un exécutif fort ou est-ce qu'il faut un régime parlementaire? Ben, sous la Révolution, on a expérimenté les deux. Alors, le régime parlementaire est devenu, a eu une mauvaise réputation parce que c'est le régime qui a créé la terreur. Parce que la Convention avait tous les pouvoirs, l'exécutif, le roi était tombé et l'exécutif était très faible. Et en fait, c'est une commission de l'Assemblée qui a gouverné la France pendant un an, le comité de salut public. Et donc, ça a laissé un très mauvais souvenir à cause de la terreur. Et donc, on a rétabli ensuite un exécutif fort, d'abord avec les 5 directeurs, sous le directoire, et puis après, a fortiori, avec le consulat et l'Empire, qui consistait à faire une sorte de cinquième république avant la lettre, dirigée par un militaire. Donc, de manière un peu musclée, mais c'était le même débat. Et le débat étant, est-ce que les parlementaires sont assez adultes pour gouverner un pays? Ou est-ce qu'ils vont passer leur temps à bavarder ou à se déchirer? Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Alors, De Gaulle, par exemple, considérait que le régime des partis, comme il disait, était funeste pour le pays et qu'il fallait un exécutif fort, d'où la Ve République. Mais la quatrième, qui était très républicaine, elle se fondait sur le souvenir de la Constitution de 93 que les montagnards avaient écrite, qui est un peu la Constitution que voudrait promulguer Mélenchon. À l'époque, comme c'était la guerre, ils ont écrit la Constitution, ils l'ont mise dans un coffre, ils ont posé le coffre au milieu de l'Assemblée, et puis ils ont fait autre chose. Ils se sont dit, quand on aura gagné, on mettra en œuvre la Constitution. Ils ont fini par être renversés. Et donc, tous ces faits et gestes, tous ces personnages, toutes ces citations, tous ces raisonnements sont ceux qui nous ont fondés, nous, qui ont fondé notre société. Alors, il n'y a pas que ça, il y a l'héritage du roi, des rois, il y a l'héritage de l'Église catholique, etc. Enfin bon, il y a plein de choses. Mais quand même, notre vie politique et notre vie sociale, elle a été, elle repose sur les principes de 89, 90, 91. Donc l'écho est immédiat. Et par exemple, il y a toujours un débat aujourd'hui entre deux gauches, il y a une gauche radicale et une gauche réformiste. C'est en gros, c'est le même débat qu'entre les montagnards et les Girondins. C'est pareil.
Les Girondins voulaient ménager le roi et- ou créer une république des notables. Ils étaient pour le suffrage censitaire. Et les montagnards voulaient le suffrage universel. Et encore aujourd'hui, on a les mêmes débats. Ce sont les mêmes débats. Et pour votre roman dont vous parliez sur l'esclavage, c'était l'énigme du Code noir, Voilà, en l'énigme du Code 2021. noir. Code noir, c'était le code qu'avait fait écrit Colbert sous les ordres de Louis XIV pour codifier un peu le comportement des propriétaires d'esclaves. Et puis vous avez choisi donc de situer ce roman-là en Bretagne avec Guérande comme théâtre principal de cette enquête. Qu'est-ce que ce territoire vous permet finalement de dire sur la Révolution que Paris ne permettait pas? Ça permet de faire comprendre deux choses au moins. La première, c'est que euh, ouvrir une guerre religieuse, ça a été une erreur funeste. Parce que alors, vous savez comment ça s'est passé, c'est que l'Assemblée nationale n'avait pas d'argent. Talleyrand leur a soufflé l'idée de prendre les biens d'église. Donc ils ont saisi les biens d'église et ils ont émis sur ce capital des bons qui leur permettaient de payer les frais, notamment les frais de la guerre. Et puis ces bons, qu'on appelait les assignats, ils se sont aperçus qu'ils pouvaient en faire autant qu'ils voulaient. Et donc ils ont créé une inflation qui explique en partie les émeutes qui ont suivi à Paris. Et, parce qu'à Paris, les gens pauvres, qui étaient les plus nombreux, hein, euh, petits artisans ou journaliers ou domestiques, etc., ils vivaient à la limite de la survie. C'est-à-dire qu'ils mangeaient essentiellement du pain avec un peu de graisse ou avec un peu de bouillon. Et si le prix du pain augmentait, ils ne pouvaient plus l'acheter. Ils ne pouvaient plus nourrir leurs enfants. C'est pour ça qu'il y a des émeutes si violentes. C'est que les gens risquaient de mourir de faim. Ils craignaient de mourir de faim. Et, et donc, le, l'inflation était un fléau. C'est toujours un fléau, mais alors là, c'est un fléau. C'est une question de vie ou de mort, l'inflation. Et d'où la terreur, d'ailleurs, parce que la terreur a pour fonction de faire peur aux ennemis, d'organiser les armées, mais aussi d'empêcher les propriétaires de grains et les boulangers de profiter de la situation pour faire payer les gens. Et donc, on avait prévu la guillotine pour ce qu'on appelait les accapareurs. C'est les gens qui gardaient le grain pour eux, en attendant que le prix monte. Parce que quand le prix monte, on a tendance à garder le blé dans les greniers en attendant de pouvoir le vendre plus cher. Et ces gens-là étaient désignés comme des ennemis du peuple et on les envoyait à la guillotine. Donc la terreur avait des raisons objectives, hein. C'était pas seulement des fous ou des fanatiques, c'était un engrenage, un mécanisme, quoi. Et je ne sais plus pourquoi je disais ça. C'était pour la Bretagne. Ah oui, pour la Bretagne, oui, voilà. Regarde. Et donc là, ils ont saisi les biens d'église, mais comme les prêtres vivaient de leurs biens, et ils ont dit, bon, ben, on va payer nous-mêmes les prêtres. On va les nommer euh, on va les payer. Et les petits prêtres, enfin, les bas clergés, étaient d'accord, étaient plutôt d'accord. Parce que ils étaient un peu malins. Ils avaient dit, on les paiera plus cher que ce que faisait l'Église avant. Donc les curés de campagne voyaient leurs revenus augmenter tout d'un coup grâce à la Révolution. Mais c'est là où la logique cartésienne est dangereuse. Comme les prêtres devenaient des fonctionnaires et que tous les fonctionnaires étaient sommés de prêter serment à la Constitution, l'Assemblée a dit, bah, les prêtres aussi, il faut qu'ils prêtent serment à la Constitution. Et la plupart ont refusé. D'abord, le pape a dit, il n'est pas question de prêter serment à un texte qui dit que la souveraineté ne vient pas de Dieu, mais vient du peuple. Ça, c'est pas hors de question. Donc, il y a une petite minorité de prêtres qui a accepté de prêter serment, qu'on appelait les jureurs, et tous les autres, c'était les réfractaires, les non-jureurs ou les réfractaires. Et en Bretagne, qui était une province très pieuse, encore aujourd'hui d'ailleurs, la plupart des prêtres ont refusé. Ils allaient dire la messe dans les forêts, dans les cavernes, ou bien dans les salons particuliers des nobles. Et donc, c'est intéressant de voir la Révolution de ce côté-là, parce qu'on comprend comment la guerre civile a pu se développer aussi vite, puisque c'était les prêtres qui avaient une grande influence sur leurs ouailles, qui étaient des paysans en général, se considéraient comme martyrisés, et qui l'ont été vraiment, parce qu'à un moment, la Convention a dit, maintenant ça suffit, ceux qui ne veulent pas jurer, ils ont commencé à les emprisonner, ensuite ils les ont déportés, et ensuite ils les ont mis à mort, ils ont exécuté un certain nombre de prêtres réfractaires.
Et donc on voit la révolution se tendre, s'envenimer à partir d'une province, à partir de la vie quotidienne d'une province. Donc ça m'a paru intéressant de raconter ça. Et la deuxième chose, c'est que les nobles en Bretagne, il y en avait qui étaient riches, mais beaucoup étaient pauvres. Et ils étaient très proches de leurs curés et de leurs paysans. Et donc quand les paysans se sont révoltés ouvertement au moment de la levée en masse pour partir faire la guerre aux frontières, ils sont allés chercher les nobles dans les châteaux pour leur dire, il faut que vous qui avez des compétences militaires, beaucoup de ces nobles, il y a un personnage dans le roman qui est un ancien de la guerre d'Amérique, qui est un très bon militaire et qui est un Breton qui défend l'indépendance de la Bretagne. Et on comprend que quand les paysans vont vraiment se révolter contre Paris, ils vont aller demander aux nobles de les encadrer militairement pour se battre contre les armées républicaines. C'est comme ça que la guerre civile s'est déclenchée en Bretagne et en Vendée. Dans le Midi aussi, mais dans le Midi, ça a été réprimé très rapidement. Par contre, la guerre de Vendée, la chouannerie et la guerre de Vendée, elle a duré 20 ans. Elle a démarré en 92 et elle s'est arrêtée sous l'Empire. Encore en 1815, il y a encore eu des révoltes pour aider le roi à prendre le pouvoir. Vous avez encore Donc matière il à fallait imaginer. raconter ce qu'était la vie d'une province comme la Bretagne, de villages, de fermiers pendant la Révolution. Est-ce que, Laurent, vous pouvez juste descendre un tout petit peu votre caméra? On vous voit moins. Voilà, super. Cette Bretagne, justement, elle est aussi double, réelle et légendaire, sociale et presque magique. Vous jouez justement avec cette atmosphère de sortilèges, de rumeurs, de nuits épaisses. Comment vous avez travaillé cette tonalité entre deux mondes finalement? Est-ce que ça vous a... c'est la première fois que je crois que vous le faites de manière aussi flagrante, en tout cas avec le floc. Est-ce que... Mhm. Comment justement ça a travaillé votre sujet différemment peut-être que dans une trame plutôt historique. Là, on est davantage, on va pas dire du réalisme magique, mais presque. Oui, enfin, j'ai éliminé le côté magique parce on comprend que les sortilèges n'en sont pas et que c'est une chose organisée. Mais évidemment, je connais un peu la Bretagne parce que je fais beaucoup de voile. Et en plus, j'ai une maison, non pas en Bretagne, mais à Granville, qui est en face de la Bretagne. Donc, je suis allé souvent en Bretagne et j'aime bien, c'est un pays magnifique. Et puis, c'est un pays de légende. Voilà, c'est ça. Euh, au début des Mémoires d'Outre-Tombe, Chateaubriand en parle de ça. Donc, j'ai repris, d'ailleurs, j'ai mis le personnage de Chateaubriand jeune dans le roman. Et c'est lui qui dit, parce qu'il y a un crime rituel qui est commis, et c'est Chateaubriand qui comprend que le crime en question fait appel à la mémoire comment dire, légendaire de la Bretagne. Alors il y a une double ou triple mémoire. Il y a la mémoire des druides, avec les menhirs, avec les dolmens, les druides, du temps des Celtes, hein, de la civilisation celte. Il y a une deuxième couche qui est la légende de Brocéliande. Alors les Bretons, de manière à mon avis un peu abusive, pour ça je ne lui dis pas trop, et ils ont dit mais la forêt de Brocéliande, c'est la forêt de Pimpon. Pimpon, c'est au centre de la Bretagne. Et, et c'est là qu'étaient le roi Arthur, la reine Guenièvre, Lancelot du Lac, les chevaliers de la Table Ronde. Bon, tout ça, c'est une mythologie chrétienne, alors, pour le coup, qu'on connaît bien. Et donc, c'était intéressant d'imaginer des assassins qui jouaient sur ces souvenirs, sur cette mémoire légendaire, pour justifier et mettre en scène leurs actions. Et puis, il y a, de toute éternité jusqu'à aujourd'hui, il y a comment dire, les préjugés, les croyances bretonnes anciennes, notamment, par exemple, il y a les corrigans, qui sont des petits lutins qui viennent la nuit gratter le pied de ceux qui dorment. Et, Il y a et, Lankou aussi. et il y a Lankou, qui est un personnage légendaire. Alors, je ne sais pas de quand ça date, mais Lankou, c'est un personnage mythique qui a un grand manteau noir, qui se promène avec une faux, qui est montée à l'envers. Et quand on le voit, et qui est sur une charrette noire, qui grince, avec des chevaux noirs, et avec un grand chapeau à large bord, et quand on le voit passer, c'est l'annonce d'une mort prochaine, euh, là où il passe. C'est un peu comme la mort qui se promène, quoi. Et donc j'ai remis un Ankou. Alors c'est un faux, évidemment, mais ça évoque toutes ces légendes bretonnes qui sont toujours très passionnantes qui ont été reconstruites, hein, pour une partie, parce que c'est au 19e siècle qu'on a mis en forme
les légendes bretonnes et il y a des érudits qui ont fait le tour des villages. Il fait parler les vieux en disant c'est quoi la sagesse traditionnelle bretonne, de quelles histoires, etc. Donc ils ont fait des bouquins à partir, bah, qui sont à moitié, à mon avis, arrangés pour mettre tout ça en forme. Mais c'est une réserve là aussi d'émotion et de légende. Ça donne une dimension un peu surréaliste ou un peu pas magique parce que on s'aperçoit que tout ça est organisé par des gens bien vivants et bien terre à terre, mais ça crée une atmosphère, quoi. Ça donne un roman un peu différent des autres de la série. Eh bien, c'est le moment de nous lire un extrait. Laurent, c'est à Je vous. vous lis un extrait. Ouais, Alors attendez, faut que je retrouve l'endroit. Je vous fais un extrait un peu politique. Alors, j'y vais là. ouais, c'est à vous. Bon. Chevauchant vers le champ où Cornec avait subi son martyre, à une lieue vers le marais de Brière, il réfléchit au cours tragique des événements. Il avait dû fuir Paris pour son château guérandais, chassé de sa ville d'élection par les sanglants massacres de septembre. Ce déchaînement de violence le taraudait. Il avait assisté de près au meurtre de masse commis par une population parisienne qu'il ne croyait pas capable de tels excès. Bien sûr, son métier de policier l'avait habitué aux crimes, aux assassinats, aux empoisonnements, toutes les horreurs produites par l'âme humaine. Sous le régime des rois, la violence du peuple était chose courante, combattue par une violence symétrique exercée par l'État qui usait, en toute bonne conscience, du supplice de la roue, de la décapitation, de la pendaison et préalablement de la question, c'est-à-dire de la torture. Mais c'était violence contenue par les mœurs, combattue par les lois, limitée par la morale chrétienne. La Révolution, une promesse de liberté que Nicolas respectait au fond de lui-même, un projet d'égalité qu'il comprenait pour avoir vu de près l'arrogance des gens bien nés. La Révolution, donc, était aussi une rupture de digue, une abolition des limites, une libération des instincts qui avait fini par déboucher sur une orgie de sang et de meurtre à laquelle il avait échappé de peu. Les députés de Paris, se disait-il, étaient hommes de raison et d'édification. Ils voulaient bâtir une société libre et fraternelle, mais leurs partisans, ça c'est le Floch qui pense, hein, c'est un soliloque, leurs partisans, ces sans-culottes, ces sans-culottes animés par la vindicte, ces jacobins farcis de doctrine, rêvaient d'une perfection sociale qu'ils voulaient bâtir sur les ruines de l'ancien monde, quel qu'en soit le prix humain. Cette espérance l'impressionnait, cette soif de destruction le révulsait. Prenant de l'âge, il avait la nostalgie d'une société d'équilibre, de mesure, de sagesse, qui lui semblait l'apanage du siècle qui s'achevait, celui des souverains éclairés et des philosophes. Il était fidèle au roi, mais le roi était tombé, faisant face à un procès qu'il ne pouvait gagner. Menacé de mort par la Révolution, Nicolas avait dû se retirer à Ranreuil pour retrouver un semblant de sécurité parmi les siens, mais les événements le rattrapaient et la Bretagne, jusque-là paisible, menaçait de prendre feu. Voilà. Merci, Laurent. D'ailleurs, dans le roman, les rumeurs ont presque le statut d'indice. Comment vous avez construit cette enquête où justement l'oralité collective devient totalement matière criminelle? Ça fait déjà depuis quelques Écoutez, ça, années. c'est un héritage de l'Ancien Régime. Vous savez, il y a l'Ancien Régime dans les procès, dans les enquêtes, quand il y avait une instruction qui était confiée à un magistrat, il lançait ce qu'on appelait des monitoires. Les monitoires, c'était lancé dans les églises et c'était des appels à délation. C'est-à-dire qu'on avait un suspect, on dit voilà, celui-là est accusé d'avoir fait un crime, dites-nous tout ce que vous savez sur lui. Et ensuite, il y avait une codification. S'il y avait trois accusateurs de pratiques illégales ou criminelles, ça venait dans le dossier d'instruction. Donc c'était un appel à la rumeur publique. Voltaire, par exemple, on l'avait utilisé pour Calas, par exemple, dans l'affaire Calas. Et Voltaire se révoltait contre cette méthode qui consistait en fait à faire juger les gens par des voisins ou par des ennemis et sur la simple foi de dénonciation, quoi. Et, et- et donc là, effectivement, le- la rumeur publique joue un rôle très important puisqu'on accuse les uns les autres sans preuve. Et la rumeur publique devient révolutionnaire en ce sens qu'elle se retourne contre les nobles. Elle va se retourner contre le floc aussi. D'où le titre, le crime de Le Floch, c'est le crime dont on l'accuse. Et d'ailleurs, il est accusé, justement, pris au piège, menacé dans sa chair. Qu'est-ce que ça change? Tout à l'heure, vous disiez qu'il fallait le molester. Qu'est-ce que ça change dans votre écriture,
de l'enquête qu'un enquêteur soit lui-même justement possible coupable aux yeux du monde. Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Bah, c'est un renversement de situation. C'est que le policier devient criminel, quoi. Donc c'est intéressant aussi. Parce qu'il faut toujours trouver des variantes. Et c'est un schéma classique d'enquête policière et c'est un schéma classique qui a été mis en place par Parot. Donc c'est intéressant. Alors lui aussi faisait ça. Il changeait de temps en temps la trame habituelle de l'intrigue. Il la modifiait ou il faisait des grands détours. Et c'est intéressant que le policier devienne un gibier. Voilà. Et, et par rapport pour revenir juste à la Bretagne, qui est une sorte de pays de loyautés anciennes, la noblesse, le clergé, les paysans, les jacobins, etc., vous écrivez ce tissu social où justement chacun va porter une mémoire. Est-ce que vous Mm. diriez que l'histoire locale est parfois un peu plus cruelle que la grande histoire nationale? Bon, c'est difficile à dire hein, parce que mais ce qu'on oublie toujours parfois dans le débat contemporain, c'est que c'était pas mieux avant. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, c'était mieux avant. Regardez, la société est violente, il se passe des tas de trucs, on ne sait plus où on va, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de là. Mais c'était bien pire avant. Et la société de l'Ancien Régime était très cruelle, était très, très dure, quoi. La vie dans les villes était très violente. Paris, c'était un coupe-gorge. On ne pouvait pas sortir le soir. Il fallait sortir accompagné, quoi. C'était dangereux de sortir le soir. Et souvent, les malandrins qui attaquaient les passants après 10 heures du soir, ça devenait dangereux, quoi. Et dans les rues, alors, ils cassaient les lanternes que Louis XIV avait fait installer. Et donc, il y avait des rues toutes noires. Et dans les rues toutes noires, en général, on était attaqué, quoi. Donc, il fallait y aller. C'est pour ça qu'il y avait ce qu'on appelait des portes, pas des portes flambeaux, c'est des portes. C'était des, des petits métiers qui consistaient à avoir une longue perche avec une lanterne au bout. Et ils étaient à la sortie des théâtres pour ramener les gens chez eux. Ils marchaient devant eux avec la lanterne pour s'éclairer à 3 mètres de distance. Et ça permettait aussi de dissuader les attaques, parce qu'ils étaient deux au lieu d'être tout seuls. Et donc, ça dissuadait les attaques des voleurs. Des voleurs qui étaient souvent des assassins. Et puis comme les rues étaient boueuses et les flaques d'eau, ça permettait de voir à l'avance, parce que les dames sortaient du théâtre avec des longues robes, ça leur permettait de ne pas se salir. Euh, Et donc, et la société paysanne, c'était pareil. Les gens étaient là aussi à la limite de la survie, souvent. Je ne parle pas des propriétaires ou des métayers, mais des journaliers. Et, ils étaient dépendants des saisons, des intempéries qui pouvaient les réduire à la famine. Il y avait des famines encore, hein. Et, et puis la vie courante était. Un enfant sur trois mourait en bas âge, par exemple. C'est pour ça qu'on dit, mais l'amour maternel n'était pas très développé à l'époque, bah, évidemment, parce il fallait pas trop s'attacher aux enfants, parce qu'il y en a un sur trois qui mourrait avant l'âge d'un an, 2 ans ou 3 ans. Et puis la médecine était totalement loufoque, quoi. Enfin, les médecins ne comprenaient rien à ce qu'ils faisaient. Ils donnaient des saignées et des clistères, des choses comme ça, qui ne faisaient qu'aggraver l'état des patients. Euh, Ils avaient une science qui datait des Romains et qui n'avait pas évolué depuis pratiquement, malgré Ambroise Paré, malgré tous les médecins de. Et ça a vraiment évolué avec les médecins de la Grande Armée qui ont fait beaucoup de chirurgie et qui commençaient à comprendre. Mais par exemple, les gens ne savaient pas ce que c'était que l'infection, les microbes. Donc ils utilisaient les mêmes pansements. Les gens mettaient un pansement sur quelqu'un, et puis après, on avait un autre malade, alors on prenait le pansement du premier pour le mettre sur le deuxième. Évidemment, la maladie du premier était transmise immédiatement, mais ça, les médecins ne savaient même pas pourquoi. Et j'ai un ami qui s'appelle Jean-Noël Jeannet, je ne sais pas si vous le connaissez. Il m'a dit, euh, pour savoir comment c'était avant, il faut faire l'histoire du mal de dents. Et alors ça, je l'ai mis dans le roman d'avant. Le phoque a une rage de dents. Et donc, il était obligé d'aller se faire soigner. Or, la rage de dents à l'époque, il n'y avait pas de dentiste. Soit c'était des chirurgiens pour les gens riches, soit c'était des barbiers qui faisaient office de dentiste et qui arrachaient les dents sans anesthésie. Et donc les gens souffraient, poussaient des hurlements, s'évanouissaient. Enfin, c'était une épreuve terrible, quoi, le mal de dents. Et c'était évidemment un flip, parce qu'il n'y avait pas d'hygiène non plus. Les gens sentaient mauvais et tout. Et, et donc
quand on avait mal aux dents, on était damné, quoi. On était condamné à subir l'équivalent de la torture. Donc, toute cette idée, finalement, la société se dégrade, non, non, elle n'a cessé de progresser. Et puis vous introduisez, en effet, on n'a pas envie de vivre à cette époque, clairement, surtout en vous lisant au fil du temps. Vous introduisez une aristocrate séduisante qui est liée justement au Toujours. seigneur breton en révolte, qui met le floc en danger sur le plan affectif, sur le plan moral. Quel rôle joue-t-elle finalement? Est-ce que c'est un trouble romanesque? Est-ce que c'est un miroir politique? Est-ce que c'est un révélateur de la fragilité de le floc? Est-ce que c'est sa première Mais fragilité, sa première fissure finalement? tu sais que dans les bouquins de Parot, il est déjà volage. Oui. Enfin, il a toujours plusieurs maîtresses en même temps. Il a toujours des ennuis avec ça parce que il n'est pas très malin. Il se fait prendre par l'une avec l'autre. Et donc, il y a des scènes comme ça de ménage assez violentes. Donc, j'ai continué la tradition à chaque fois qu'il est. Parce que un commissaire bien de sa personne et très charmeur, qui a beaucoup de- qui a beaucoup de subtilité, de conversation, de répartie, etc. Donc, il charme les jeunes femmes. Et donc, à chaque fois, ça ne manque pas. Il est avec l'une et puis il y en a une autre qui apparaît. Alors, ça permet d'avoir une intrigue sentimentale euh, un peu, un peu conflictuelle, comme ça, au fil de l'intrigue policière. Donc, ça enrichit l'histoire. Ce qui est aussi très intéressant, au-delà de cette histoire d'amour, le Floch, il enquête dans un espace finalement où la notion même de loi est instable. L'ancienne s'effondre, la nouvelle n'est pas encore née. Qu'est-ce que ça Mhm. change justement par rapport à la définition de la justice dans votre roman? Donc, on est dans une sorte d'entre-deux terrible. Bah, c'est la révolution. La révolution, ça veut dire qu'il n'y a plus de loi, quoi. Il y avait des lois, mais les gens n'y obéissent plus. Il y avait une police, mais elle est, comment dire, dépassée par les événements. Lui, il est de la police royale, et commissaire au Châtelet, donc c'est un des principaux policiers de Paris, comme qui dirigerait le préfet de police, ou son adjoint, ou ses adjoints. Mais les gens n'obéissent plus à ces lois-là, il y a des nouvelles lois. Et ces nouvelles lois sont votées par l'Assemblée, mais le temps qu'elles soient mises en œuvre et qu'on mette en place les juges, les tribunaux, les fonctionnaires pour les faire appliquer, il y a un vide juridique. Et donc là, la force prévaut. Et, et Paris et la province, d'ailleurs, comment dire, organisée par des clubs, qu'on appelait les clubs embryons de partis politiques. Il y avait le club des Jacobins, ça tombe bien pour la Bretagne, parce que le club breton a été fondé par des députés bretons à Versailles, et c'est celui qui est devenu le club des Jacobins quand ils se sont transportés à Paris, et ils ont trouvé comme local, ils ont loué le couvent des Jacobins qui est près du jardin des Tuileries, rue Saint-Honoré. Et, et donc ces clubs sont devenus le foyer de la Révolution, avec les Jacobins, les Montagnards, les sans-culottes s'inscrivaient au club, et, et ils se sont mis à faire la police eux-mêmes. Alors, il y avait une police de l'Assemblée, qui était la Garde nationale, qui a été créée en 89. Attendez, je vais fermer parce que... Excusez-moi. Donc, il y avait cette garde nationale qui était en fait composée de bourgeois qui devaient payer leur uniforme. Et puis, il y avait l'ancienne police royale qui était complètement mise de côté. Et il y avait les sans-culottes qui s'organisaient en sections. Et les sections avaient une branche, une milice, quoi. Donc, il y avait trois polices, trois organes, dont deux étaient nouveaux, qui étaient chargés du maintien de l'ordre et de l'application des lois, lesquelles les lois étaient changeantes parce que ça dépendait des phases parlementaires de la Révolution. Donc effectivement, dans ce vide-là et ces contradictions, c'est la force qui prévaut. On pouvait arrêter les gens. Il y avait une loi des suspects, par exemple, qui a été passée en 93, qui, sur simple dénonciation, on envoyait les suspects en prison et en général, ils passaient devant le tribunal révolutionnaire, lequel avait deux verdicts, l'acquittement ou la mort. Souvent, c'était la mort. Tous les jours, la guillotine fonctionnait. Il y avait peut-être je sais pas, 50, 100 personnes par jour qui étaient tuées
sur la place de la Révolution, qui n'était pas encore la place de la Concorde. Est-ce que votre regard, votre rapport personnel pardon, à la Révolution française, votre passion ou inquiétude, même Mhm. fascination peut-être, est-ce que ça a évolué en écrivant ces 5 tomes? Est-ce que ça, avec toutes ces recherches que vous avez faites, qui sont historiques, qui sont plutôt froides, entre guillemets, là, vous Mhm. donnez vie aux choses, vous donnez vie à ces Oui, parce que personnages, vous creusez dans les on- vides, est-ce que Mhm. ça a évolué justement sur votre regard? Oui, parce que je connaissais le déroulement des événements, mais souvent à grands traits, quoi. Et quand on voit la vie au jour le jour et les débats au jour le jour, ou les actions au jour le jour, on comprend mieux toutes les ambiguïtés, toutes les contradictions qui agitent le monde politique et la société. Et donc, par exemple, le débat sur les livres de couleur dont je parlais tout à l'heure, donc, qui prélude à l'abolition de l'esclavage, est un débat politique extrêmement subtil. Parce que pour convaincre, parce qu'il fallait avoir une majorité pour donner l'émancipation des livres de couleur. Et il y avait un parti colonial très puissant, très organisé, qui bloquait tout. Donc il fallait le mettre en minorité. Et pour le mettre en minorité, il fallait convaincre l'Assemblée, les députés, que c'était au fond l'intérêt bien compris du pays, d'une part, et de la Révolution, mais aussi des propriétaires d'esclaves, que d'accepter l'émancipation des libres de couleur. Donc l'abbé Grégoire lui-même a dit, mais inévidemment, il a fait une déclaration à l'Assemblée pour convaincre, pour avoir une majorité. C'est un peu comme aujourd'hui, pour avoir une majorité, les macronistes sont obligés de faire des concessions au Parti socialiste, donc faire le contraire de ce ils auraient voulu faire. Donc là, c'est pareil, l'abbé Grégoire prend la parole et il dit, voilà, on va émanciper les libres de couleur. Euh, Pourquoi? Parce que ça permettra de maintenir l'esclavage. Parce que ce sont des gens qui sont fils d'esclaves, qui connaissent très bien le fonctionnement et la mentalité des esclaves, et qui nous aideront à maintenir l'ordre et à courir après les esclaves fugitifs. C'est l'argument qu'il emploie. Et après, il dit, alors je l'ai cité ça dans le roman, il dit, il est évidemment hors de question de laisser les esclaves, les nègres libres, par exemple le mot nègre, les nègres ne peuvent pas être libres, ce sont de grands enfants à qui on ne peut pas donner un couteau de cuisine parce qu'ils vont tuer des gens. Et donc, il donne toute l'argumentation raciste, alors qu'il est pour l'abolition, lui. Mais pour séduire la majorité de l'Assemblée, il emploie des arguments propres à retenir leur attention, quoi. Et donc, on voit bien on dit toujours aujourd'hui que la politique, c'est compliqué, on ne comprend pas, il y a toujours des manœuvres. Ah oui, mais il y en a toujours eu. Ça a commencé bien avant la Révolution, mais pendant la Révolution, c'était permanent. Il fallait trouver des majorités, faire des compromis, et en même temps, il fallait contrôler la foule, contrôler la rue pour essayer de peser sur la législation et sur la politique qui était menée. Donc tout ça m'a obligé à comprendre de mieux en mieux, enfin, j'ai essayé, hein, les mécanismes de la vie sociale et politique et comment une société, tout d'un coup, peut être bouleversée par des groupes politiques, en fait. Et puis je pose 2 questions récurrentes à chaque auteur qui passe ici. Vous avez dû logiquement recevoir Oui. le mail avec les questions. La première, c'est de donner, de nous offrir un livre ou un auteur méconnu que vous aimeriez ressortir, refaire vivre ce soir. Qui avez-vous choisi, Laurent? Alors, je ne sais pas lequel, j'en ai deux en tête, mais je vais prendre le plus ancien. L'écrivain est très connu, hein, c'est Conrad, Joseph Conrad. Mais il y a un livre de Conrad qui est méconnu, à mon avis, qui s'appelle Le Miroir de la mer. Le Miroir de la mer, ce sont des nouvelles ou des textes qui sont venus à Conrad pendant qu'il était capitaine au long cours. Et parce qu'il s'est mis à écrire sur le tard et il a mis dans un recueil des tas de souvenirs qu'il a eus quand il était capitaine. Et donc, ça parle du vent, ça parle des marées, ça parle des vagues, ça parle de l'horizon. À chaque fois, il y a un thème. Et c'est un livre absolument formidable qui donne une idée de ce que c'est que la vie maritime, le miroir de la mer. Voilà. Et, euh, et donc, il faut absolument le lire parce que c'est écrit dans sa prose somptueuse. Et puis, ça donne la vraie idée de ce que c'est que la nature. Parce que Conrad était marin, mais comme beaucoup de marins, il considérait que la mer était hostile, que c'est un milieu hostile. Donc, la mer est une ennemie, en fait. Et il y a une nouvelle formidable, il décrit ça très bien, des naufragés qui sont
en butte à la cruauté et à l'indifférence de la mer. La mer est cruelle et indifférente, contrairement à ce que pensent les gens qui vont sur les plages, qui croient que la mer c'est formidable, etc. Il faut savoir qu'en Bretagne et en Normandie, jusqu'à jusqu'à la fin du 19e siècle, les maisons qui étaient en bord de mer, on mettait les fenêtres de l'autre côté. On ne voulait pas voir la mer. Souvent, les maisons sont fermées du côté de la mer, parce que c'était des gens qui travaillaient, des pêcheurs, etc. Et chaque année, la mer prenait un tribut. Il y avait des gens qui mouraient, le scorbut, qui se noyaient. Donc la mer était hostile. Pendant, pendant la plupart de l'existence humaine, historique, la mer était considérée comme hostile. C'est très récent le fait qu'on dise c'est formidable, je vais à la mer. À l'époque, on disait non, c'est dangereux, on est obligé de faire un voyage sur l'eau. C'est très dangereux, c'est dangereux et c'est inconfortable. Enfin, c'est pénible, extrêmement pénible, à cause du mal de mer, à cause de la nourriture qui était absolument dégoûtante. Ils avaient une eau croupie, les marins, et les passagers aussi. Et comme on n'y connaissait rien en hygiène, on considérait qu'il fallait reprendre l'eau croupie pour la mélanger avec de l'eau fraîche. Parce que c'était plus sain d'avoir de l'eau croupie que de l'eau fraîche. Les gens pensaient ça. Enfin bref, le roman enfin, c'est pas un roman, c'est un recueil de textes, de nouvelles, etc., qui est moins connu que les grands romans comme Lord Jim, etc., et qui est formidable. Voilà. Très bien. Et vous en aviez un deuxième, vous avez dit non? Ah oui, l'autre, c'est un bouquin de Pierre Assouline. Vous connaissez Pierre Assouline? Bien sûr. Il Oui. a écrit un bouquin qui s'appelle Comment écrire. Et on en a parlé, bon, il y a eu des papiers et tout ça, mais il n'a pas eu le succès qu'il méritait, parce que enfin, vous le connaissez ce bouquin peut-être, non? Il a repris les textes ou les confessions, enfin, les mémoires de tous les grands écrivains, enfin, plein de grands écrivains, anciens, nouveaux, étrangers, français, etc., dans lesquels voilà, c'est ça, dans lesquels ils expliquent comment ils écrivent. Alors, c'est très précis, parce c'est par thème. Comment je trouve le sujet, comment je trouve les héros, comment je bâtis l'intrigue, à quelle heure je me lève, à quelle heure je me couche, combien d'heures je peux écrire de suite, est-ce que je vais me promener, pas me promener, avec quoi j'écris, une machine à écrire, un stylo, une plume, est-ce que je dicte, etc. Et donc il les prend tous les uns après les autres et c'est classé par thème et il y a des petites citations à chaque fois des grands écrivains qui donnent leur recette en quelque sorte. Et donc c'est passionnant à lire parce qu'en général c'est des romans qu'on connaît, dont on a entendu parler, et on rentre dans la cuisine c'est comme on va dans un restaurant puis on rentre dans la cuisine et on regarde comment les plats sont faits. Là, c'est pareil. Bon, voilà. Grand roman, on explique comment ils sont faits. Et ça rend la lecture plus riche à mon avis. Entièrement d'accord. Et la deuxième question, c'est celle du personnage de fiction dans lequel vous aimeriez vous transposer pendant 24 heures et est-ce que vous changeriez sa destinée? Et je rajoute une petite question, est-ce que vous auriez aimé être dans la peau de Le Floch? Ah oui, certainement, parce que quand on est journaliste, on est toujours un peu flic. Hein, parce qu'on cherche toujours à comprendre ce qui se passe, à voir le dessous des cartes et on interroge les gens. Alors, on n'a pas les pouvoirs des flics, on ne peut pas convoquer les gens et les mettre en prison s'ils ne parlent pas, mais c'est le même métier, quoi. C'est un métier de limier. Donc, j'aurais aimé effectivement être le floc, hein. Pas pour le mal dedans, mais pour le reste, oui. Et si vous me demandez le personnage, je reviens à mon adolescence et je pense que j'aurais aimé être Sherlock Holmes. Voilà, c'est un autre détective. Très bien, très Au bien. 221B Baker Street. Parfait, ça colle en effet parfaitement à la Bon, définition que vous Watson. faites du journalisme. Oui, Et si j'avais changé son destin, je lui aurais dit de réduire les doses de cocaïne. Voilà. en effet, il aurait peut-être duré plus longtemps. Et puis ma dernière question, cher Laurent, c'est de savoir finalement, tout à l'heure vous avez parlé de Le Floch en Amérique et peut-être ailleurs, mais est-ce que vous avez déjà commencé à écrire? J'imagine que oui, sur la prochaine Non, aventure. non, non, parce Non? que je m'y mets en général en D'accord. février-mars et je finis en juin, quoi. Mais j'ai une intrigue possible un peu maritime autour du siège de Toulon, où justement il y a le jeune Bonaparte. Ça se passe en 93, donc c'est juste un an après celui-ci. Et comme le Floch est en Angleterre et que sa compagne Aimée Daranay, qui est une fille d'amiral, a passé une partie de son enfance à Toulon. Et donc elle est embauchée par les Anglais qui vont et elle va aider les Anglais à,
à venir au secours des monarchistes de Toulon qui se sont révoltés contre la Convention. Donc c'est un point de départ qui me paraît pas mal. Voilà. Parfait. Parfait. On va prendre une petite photo de groupe et je vais conclure. Sauf si certains ont des questions. 3, 2, 1. Et c'est bon. Parfait. Si personne n'a de questions, nous allons donc conclure cette rencontre. Cher Laurent, puisqu'on sort de votre roman comme d'un chemin de lande après l'orage, les chaussures lourdes, debout, mais les yeux plus ouverts. Le crime de Le Floch n'est pas seulement une enquête, c'est une manière de regarder l'histoire à hauteur d'homme, dans une province où le monde ancien et le monde nouveau s'étranglent déjà. Vous nous faites sentir que les catastrophes collectives naissent souvent de petites peurs ordinaires, de fidélités mal placées, de rumeurs qu'on laisse enfler. Et dans cette Bretagne de brume, de sel, de veillée, le Floch avance en funambule. Il ne tient pas seulement une piste criminelle, il tient une ligne de conscience. Et ce que vous racontez, là, est peut-être la plus humaine des tragédies politiques, quand la nuance devient suspecte, quand la justice elle-même perd ses repères, quand les cœurs doivent choisir plus vite qu'ils ne comprennent. Vous offrez à ce personnage un territoire encore inédit et une épreuve qui le déplace autrement. L'énigme est un miroir, où le paysage parle, où le crime est une question posée à la société entière, car le floc continue, et avec lui cette idée précieuse que la vérité n'est pas seulement ce qu'on découvre, mais ce qu'on tient malgré la peur. Merci, Laurent Geoffrin, pour cette Ben, rencontre. merci pour cette introduction et cette conclusion qui sont extrêmement bien écrites et bien dites. C'est très gentil. Très Merci, flatteur pour Laurent. moi. Merci, Laurent. À Ben, une merci à prochaine. Au vous et revoir. merci à tout le monde. Au revoir à tous. Allez, au revoir. Au revoir, Laurent.